ce qu'est le fondamentalisme islamiste et de ce qu'est le terrorisme islamiste. On se refuse à admettre que le terrorisme islamiste est un acte de guerre. Ça n'est pas un acte de délinquance ou un crime comme un autre. Ça n'est pas un délit ou un crime de droit commun. C'est un acte de guerre. Ce qui veut dire que l'on doit faire une loi pour lutter contre le fondamentalisme islamiste. Une loi exceptionnelle. Mais bien sûr. Une justice d'exception. Mais si c'est un acte, si ce sont des actes de guerre, il faut une justice d'exception. Il faut un système carcéral d'exception. Il faut un arsenal législatif d'exception. Ça n'aurait pas pu s'appliquer à Abdelkader Mera, puisqu'on ne peut pas revenir en arrière quand une loi est votée, par exemple, si elle était votée maintenant. D'accord, mais elle aurait dû être votée avant, en l'occurrence, depuis de nombreuses années. Et j'entends des cris, moi, de la part de plusieurs personnalités qui disent « Vous ne comprenez rien. Vous n'avez rien compris, la France. Vous êtes naïf, vous ne voyez pas la manière dont ce fondamentalisme islamiste... Vous faites référence à la mère Latifa la manière dont ce fondamentalisme islamiste se développe partout dans des associations culturelles, sportives, dans toute une série de secteurs de notre société. Ils ne veulent pas prendre la mesure de cela et ça va nous sauter au visage. Voilà ce que je viens dire et je partage tout à fait, évidemment, le cri d'indignation. Juste une question là-dessus pour terminer aussi sur cette partie. Vous avez réagi très vite, je le disais, vous êtes l'une des rares à avoir réagi à ce niveau de responsabilité politique. Est-ce que c'est pas non plus de la récupération politique de l'affaire Mera ? Écoutez, si j'entendais ceux qui nous accusent de faire de la récupération politique, nous ne pourrions parler de rien. C'est peut-être le but d'ailleurs, c'est nous empêcher en réalité de mettre le doigt là où ça fait mal. Eh bien, c'est mon rôle. C'est mon rôle comme chef de parti, c'est mon rôle comme député que de parler de sujets dont personne ne veut parler. Parce que la classe politique a peur d'évoquer ces sujets-là, parce qu'elle n'ose pas aller sur ces sujets-là. Eh bien moi, j'irai sur ces sujets-là parce que je pense qu'il en va de la sécurité de nos compatriotes. On va continuer d'ailleurs parce que le terrorisme a frappé cette fois à New York. C'était mardi, 8 morts. L'auteur est un Américain originaire d'Ouzbékistan. Au même moment, l'état d'urgence prenait fin en France pour laisser place à la nouvelle loi antiterroriste. Quelle semaine ? L'attentat le plus meurtrier à New York depuis le 11 septembre. 8 morts, 11 blessés, fauchés par cette camionnette. Il portait 2 armes. C'était flippant. Le suspect s'appelle Seyfoul Osepov. Cet Ouzbek de 29 ans a en quelques secondes semé la terreur au sud de Manhattan. Il ne cache pas son fanatisme, au point de demander qu'un drapeau de l'État islamique soit accroché dans sa chambre. Le terroriste parle et le président s'enflamme. Hier, Donald Trump voulait envoyer le tueur à Guantanamo. Aujourd'hui, c'est la peine de mort qu'il réclame. Margot, cette Nantaise de 27 ans, a été arrêtée à Raqqa il y a 12 jours, avec ses 3 enfants. J'ai des raisons d'avoir honte de choses, mais je préfère m'expliquer et être claire. Aujourd'hui, la France n'a pas vraiment envie de vous voir rentrer. Est-ce que vous le comprenez ? Bien sûr, j'estime que c'est tellement dans leur droit de craindre. J'imagine même ils doivent se dire psychologiquement on est instable, etc. C'est quelque chose que je peux comprendre. Qu'importe son sort, dit-elle, elle demande aujourd'hui à ce que ses enfants soient rapatriés en France. L'état d'urgence prendra fin au moment où la loi antiterroriste entrera en vigueur. Emmanuel Macron a signé cet après-midi cette loi. Cette loi garantit un niveau très élevé de sécurité à nos concitoyens. Qui permettent de garantir aux Français le plus haut niveau de protection qu'ils attendent. Une opération communication pour le ministre de l'Intérieur. Sur place, le ministre détaille les principaux points, à commencer par des contrôles de sécurité plus fréquents. Le Conseil d'État a tranché. D'ici 6 mois, il faudra retirer la croix qui la surplombe. Motif, elle est sur une place publique, donc contraire à la loi de séparation entre l'Église et l'État. La loi, oui, mais dans ces cas-là, on n'a qu'à enlever toutes les croix, là, dans ces cas-là. La France a des racines chrétiennes. Ça fait partie de notre culture. J'ai lancé une pétition pour que soient inscrites les racines chrétiennes dans notre Constitution. Alors on va reprendre les choses dans l'ordre, Marine Le Pen, dans l'ordre de la semaine. Donald Trump, on va commencer par les États-Unis, lui, il réclame la peine de mort pour le terroriste de New York. En France, elle est abolie, cette peine de mort. Si je suis votre raisonnement, là, d'il y a quelques minutes, est-ce que vous souhaitez que le débat soit rouvert pour la peine de mort pour les terroristes en France ? Écoutez, j'ai toujours considéré que si ce débat devait être ouvert, il devait être tranché par les Français par référendum. Et là, vous le souhaiteriez ? Voilà. Donc, je pense que la première des urgences, si je puis me permettre, c'est d'imprimer dans notre code pénal la perpétuité réelle. Car la perpétuité réelle, il faut que les Français le sachent, n'existe pas en France.
Voilà. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui commettent des actes tellement graves qu'ils doivent être mis hors d'état de nuire, incarcérés jusqu'à la fin de leur jour. Mais au-delà... Pas 20 ans, pas 30 ans, jusqu'à la fin de leur jour. Au-delà d'un référendum éventuel... Et si les Français expriment le souhait de rouvrir le débat sur la peine de mort, en général, ça fait partie des débats. Comment est-ce qu'ils expriment leur position sur d'autres sujets qui ont fait l'objet de législation? Donc s'ils le souhaitent, eh bien, ils peuvent se saisir, car voyez-vous, dans ma proposition, il y a le référendum d'initiative populaire. Donc ce référendum d'initiative populaire, il permet à un certain nombre de centaines de milliers de Français, 500 000 je crois, il me semble que c'était 400 ou 500 000, quelque chose comme ça, de faire une pétition pour réclamer la mise en œuvre d'un référendum. Donc vous lancez un appel à ce que les Français signent une pétition. Ce droit au référendum d'initiative populaire n'existe pas aujourd'hui en France. Ce qui prouve d'ailleurs que nous ne sommes pas une démocratie parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais si j'étais au pouvoir, alors il y aurait ce référendum d'initiative populaire, et alors une partie des Français, s'ils étaient suffisamment nombreux, pourraient permettre l'organisation d'un référendum. Juste une chose, à titre personnel, au-delà du référendum, est-ce que vous seriez pour la peine de mort pour les terroristes? Non, moi j'ai évolué sur cette question et je suis, moi, pour la perpétuité réelle. Pas la peine de mort, y compris pour les terroristes? Y compris pour les terroristes. Aux États-Unis, Donald Trump, lui, il dit, pour lutter contre les attentats, il faut limiter l'immigration. Vous pourriez vous reconnaître dans ce discours. Est-ce que c'est la solution miracle contre le terrorisme? C'est la solution première. C'est-à-dire que... Et pas miracle, il n'y a pas de miracle contre le terrorisme. Il n'y a pas de miracle. Mais si on ne met pas en œuvre la maîtrise de l'immigration, il n'y a absolument aucun moyen efficace de pouvoir lutter contre le terrorisme islamiste. Elle est là, la vraie question. Donc ça n'est pas une solution magique, mais sans cette solution-là, toutes les autres, en réalité, sont inefficaces. La nouvelle loi antiterroriste en France reprend l'essentiel de l'état d'urgence. Mais le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a indiqué qu'en cas de tuerie de masse, l'état d'urgence pourrait être réinstauré. Vous avez toujours été contre l'état d'urgence parce que vous avez dit ça atteint nos libertés, ça touche à nos libertés. Là, quand le ministre de l'Intérieur dit ça, ça vous rassure quand même? Ça n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que d'abord, l'état d'urgence n'a pas été utilisé. C'est un mensonge. Le mot a été utilisé parce qu'on a pensé que les Français étaient des enfants et qu'il suffisait de leur dire état d'urgence pour qu'ils se sentent rassurés. En réalité, l'état d'urgence n'a pas été utilisé. Ou alors de manière tellement parcimonieuse qu'il n'a pas eu les bénéfices dont qu'on pouvait attendre de lui. Pardon. Et quand Gérard Collomb dit, on peut le réactiver, Donc ça veut dire que toute la théorie qu'ils ont développée depuis des semaines est un mensonge. Ça veut donc dire que la loi sécurité intérieure n'apportait pas les mêmes garanties que l'état d'urgence. Mais encore une fois, moi je ne suis pas sur cette ligne-là. Je suis pour que l'on puisse conserver la possibilité d'un état d'urgence, mais qu'à côté, on crée encore une fois une loi spécifique contre le terrorisme qui considère ces actes comme des actes de guerre, qui permettent d'user de l'article 411-4 du Code pénal sur l'intelligence avec l'ennemi, c'est-à-dire tous ceux qui ont un rapport, quel qu'il soit, avec des organisations ennemies de la France dont il faut faire la liste. On peut la faire ensemble. Al-Qaïda, Boko Haram, État islamique, etc., risquent 30 ans de prison. Voilà, c'est clair. Ça, si on le mettait en œuvre, croyez-moi, on se priverait de beaucoup de difficultés, mais il faudrait également expulser du territoire les fichiers S, c'est-à-dire ceux des étrangers dans notre pays dont nous savons qu'ils entretiennent des liens avec le fondamentalisme islamiste. En attendant, il y a 1900 Français qui sont allés rejoindre les rangs de l'État islamique en Syrie et en Irak. Certains veulent revenir, on a vu le témoignage de la mère de famille. Certains sont déjà revenus. Et M. Collomb nous dit d'ailleurs que la moitié sont en liberté, ce qui n'est pas franchement rassurant. Vous avez vu ce témoignage de la mère de famille avec ses 3 enfants qui dit « Moi, je voudrais revenir en France, mais au moins mes enfants ». Alors vous avez dit, vous, pour les enfants, effectivement, il faut les traiter à part. Concrètement, on fait quoi? Eh bien, on les rapatrie en France et on les confie à leur famille s'ils en ont, et si cette famille n'a pas développé de relation avec le fondamentalisme islamiste, et sinon on les confie à la protection de l'enfance. Mais on peut les faire revenir en France. Il faut les faire revenir en France. Mais s'ils sont français. Quitte à aller les chercher. Mais s'ils sont français, oui, et si les parents, encore une fois, le souhaitent, car les parents doivent être jugés là où ils ont commis des crimes. Enfin, qu'est-ce que nous dirions... Donc là, cette dame doit être jugée en Syrie. Qu'est-ce que nous dirions-nous en France si un étranger qui venait commettre un attentat terroriste chez nous, on ne pouvait pas le juger parce que son pays le réclamait?
évidemment, on refuserait. Une dernière question sur l'un des éléments de la semaine. C'est le monument en l'honneur de l'ancien pape Jean-Paul II, implanté sur une place centrale de Ploërmel dans le Morbihan. Depuis 11 ans, le Conseil d'État dit qu'il faut enlever la croix, pas le monument, la croix. Nadine Morano, députée européenne, que vous connaissez, vous l'avez croisée à Strasbourg, dit « Je vais lancer une pétition pour qu'on reconnaisse les racines chrétiennes de la France dans la Constitution ». Vous signez ? Moi, je comprends absolument pas le Conseil d'État. Le Conseil d'État rend là une décision ahurissante, permettez-moi, car il s'agit d'une œuvre d'art, me semble-t-il. Il me semble que le Conseil d'État lui-même admet qu'on ne peut pas modifier une œuvre d'art. Mais là, il fait une distinction. Bon, je rappelle que cette statue est une statue d'un ancien pape. C'est pas l'épicier du coin. C'est un ancien pape. Par conséquent, qu'il y ait une croix au-dessus de sa statue ne me paraît pas offenser la laïcité. C'est pas un signe strictement religieux. On a surtout l'impression, je vais vous dire, que le Conseil d'État tord les textes, que pour pouvoir en même temps accepter le burkini sur les plages et en même temps obtenir la destruction de la croix chrétienne. Vous signez la pétition de Nadine Morano ? On finirait par se poser quand même la question de savoir à quoi joue le Conseil d'État. Vous signez la pétition de Nadine Morano ? Mais je l'ai pas lu, la pétition. Bon. Je peux pas la signer sans l'avoir lu. Mais que la France ait des racines chrétiennes, on n'a pas besoin d'une pétition pour le savoir. Chacun le sait. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et quelle que soit la religion qui est la nôtre, nous autres Français, nous savons pertinemment que la France puise évidemment ses racines dans la chrétienté. Il est l'heure d'accueillir Nathalie Moré, éditorialiste au groupe EBRA, les quotidiens de l'Est, qui nous rejoint ce midi. Bonjour Nathalie. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Dans l'actualité de la semaine, il y avait aussi les suites de l'affaire Weinstein qui libère la parole en France et dans le monde. Vous, en tant que femme et en tant que responsable politique, est-ce que vous estimez que la peur a changé de camp ? Clairement, ça me paraît clair. Mais encore une fois, moi, en tant que responsable politique, ce que je souhaite, c'est que des instructions soient données au parquet pour que lorsqu'une plainte est déposée pour harcèlement, une enquête soit effectuée et que la justice puisse être saisie. Voilà. Justement, je pense que, si vous voulez, ce qui me met mal à l'aise, c'est la justice médiatique. Voilà, c'est le procès qui est fait sur la place publique. Ce sont des jugements qui sont rendus par des journalistes ou des éditorialistes. Vous voulez parler de l'affaire dont parle Le Monde hier, qui dit justement qu'une collaboratrice a fait appel à la direction du Front National, qui est restée sourde. Alors permettez-moi de vous dire que j'ai trouvé l'article du Monde profondément scandaleux, car dans deux affaires, en l'occurrence il ne s'agit pas de harcèlement, on mélange tout, il s'agit de séparation de deux couples, séparation qui se sont mal passées. Ça peut amener à un harcèlement. Lorsque ces séparations se passent mal et qu'il y a un fait qui peut être qualifié de fait pénal, nous avons toujours demander à ce que la personne aille déposer plainte. Et je vais même vous dire mieux, pour montrer que le Monde n'est pas très sérieux dans ses enquêtes, dans un des deux cas, c'est même le trésorier président de groupe du Front National qui est allé au commissariat avec la jeune femme pour l'accompagner dans sa plainte. Donc non mais attention, parce que on peut pas, encore une fois, pour des raisons bassement politiques, quand on est un journal comme Le Monde, se permettre ce genre d'accusation. Mais peut-être est-ce pour détourner le regard des horreurs que l'on apprend sur l'ancien propriétaire du Monde, Pierre Berger, qui est accusé dans un livre d'avoir autorisé des actes de pédophilie dans sa maison de Marrakech. Marine Le Pen, c'est sous le coup éventuellement d'une diffamation, ce que vous venez de dire. Non, monsieur, non, c'est un livre dont personne ne parle. Peut-être parce que c'est Pierre Berger, qui est une grande figure moraliste de la gauche. Et donc là, il s'agit d'actes dont personne ne veut parler. Marine Le Pen. Mais pourquoi vous êtes gêné? Parce que c'est parce qu'il faut qu'on avance. Parce que c'était le propriétaire du Monde? Pas du tout. Ça fait 6 mois. Parce qu'à chaque fois qu'on met en cause un journaliste, on a l'impression qu'il y a une réaction de gêne de la part des journalistes. 6 mois après la présidentielle et l'élection d'Emmanuel Macron, on le disait tout à l'heure, à l'Élysée, pour vous, il faut repartir au front, aller revoir les militants. Propos de militants avec Inès Kérédine. Seulement 12 minutes après l'annonce des résultats, Marine Le Pen reconnaît sa défaite et se projette déjà dans l'avenir. Nous aurons une refondation du Front National, voilà. Un nouveau mouvement fera place. L'artisan de la dédiabolisation du FN, c'était lui. Marine Le Pen demandait en vain à Florian Philippot de quitter la présidence de son mouvement Les Patriotes, une association créée après l'échec du FN à la présidentielle. On m'a dit que j'étais vice-président, donc à rien.
Donc bien sûr, je quitte le Front National. C'est comme dans un ménage, hein. Des jours où il y a des bons moments, puis il y en a des moins bons. Après le viol d'une jeune Calaisienne par un migrant, Marine Le Pen veut dénoncer une politique migratoire qui, selon elle, ne fonctionne pas. Il y a des immigrés clandestins qui commettent des crimes ou des délits, eh bien, il faut qu'ils soient expulsés. Marine Le Pen a fait de Calais son terrain de jeu. C'est de la récupération politique que je condamne. Je répondrai à l'intégralité des questions que vous m'aurez posées. Ayez de la sincérité et de la franchise, parce que c'est avec la sincérité et la franchise que nous gagnerons. Merci. De toute façon, c'est la première fois qu'on revoit Marine depuis la séquence électorale. Donc, réponds présent, voilà. Évidemment, une leader politique ne va pas arriver en disant j'ai fait des erreurs, mea culpa, mais enfin, elle sait qu'il y a des choses qu'il faut adapter. Il n'y a pas grand-chose à changer. Je pense qu'on doit vraiment rester sur notre politique, ne pas nous douter. Front National, je pense que c'est un nom qui fait peur. Et en changeant de nom, ça montre que déjà on est dans une volonté, dans une démarche de vouloir changer les choses. On s'est vraiment laissé enfermer sur l'euro en pensant que tout ce qui était le côté identitaire, migratoire, etc., c'était acquis. Automatiquement, ça a un petit peu pédalé à vide. Voilà. Nathalie. On a vu Florian Philippot dans le sujet brièvement. Dans Var Matin cette semaine, Florian Philippot dit « Le FN, c'est le Titanic ». Que lui répondez-vous ? Rien, je vais pas m'engager dans un débat avec Florian Philippot, qui a été un de mes collaborateurs, qui ne l'est plus. Voilà, je veux dire, fermer le banc. Pas complètement fermer le banc, puisqu'on voit qu'il refonde il crée un parti, il fait exactement ce que vous êtes en train de faire, en faisant des dîners-débats. Ah oui, c'est une forme d'hommage, en fait, aussi, là. Politiquement, vous avez formé un couple important et efficace pendant des années. Politiquement, il vous manque ? Non, il me manque pas, car... encore une fois, c'est Florian Philippot qui m'a rejoint sur la ligne politique qui était la mienne. Donc ma ligne politique n'a pas changé. Je n'ai pas changé de conviction. À la différence, je crois, de lui, moi j'aime le débat. Et j'ai suscité un grand débat au sein du Front National où on va discuter de la stratégie, du fond, de l'organisation pour faire du Front National l'outil le plus performant possible, parce que ça n'est qu'un outil, un parti politique pour arriver au pouvoir. C'est la refondation du Front National que vous avez lancé il y a plusieurs semaines. Je suis heureuse de voir d'ailleurs que les adhérents se saisissent de cette refondation. Alors, déjà, les adhérents, ils sont combien au Front National aujourd'hui ? Oh, ils sont plusieurs dizaines de milliers, je peux pas vous dire. On dit 40 000, est-ce que c'est un chiffre qui vous paraît bon ? Non, c'est plus que ça. Mais le sujet n'est pas vraiment là. Ce qui est important, c'est qu'on va les interroger, c'est qu'ils vont recevoir tous. Oui, mais vous ne savez pas combien de gens vous allez interroger. Un questionnaire. Non, tout de suite à la seconde, je peux pas vous dire. Vous ne savez pas combien mais vous le saurez, de toute façon, il y a un congrès au mois de mars. Oui. Comme il y a 5 ans, il y a une liste électorale qui est établie, et nous n'avons jamais rien caché. À la différence d'autres mouvements politiques, tout est totalement transparent. Vous rendrez public, par exemple, le nombre d'adhérents qui répondent à ce fameux questionnaire que vous allez leur adresser dans quelques jours ? Bien sûr. Nous rendrons ça public, et nous rendrons public, bien entendu, également les réponses qui ont été faites par les adhérents. Mais au-delà de rendre public, ce qui évidemment vous intéresse, vous journalistes, nous allons surtout travailler sur les réponses qui sont faites. Et notamment, elles vont être la base de notre réflexion. Et notamment, Marine Le Pen, sur une question importante qui reste la question de l'euro, Nathalie. Oui, absolument. L'euro, on sait que ça va être une des questions que vous allez leur poser. Pour l'instant, la position du Front National est assez floue. Mais la vôtre, Marine Le Pen, quelle est votre position personnelle sur l'euro ? Mais ma position, elle est conforme à ce que le bureau politique élargi a voté à ma demande il y a quelques semaines, à savoir que la souveraineté monétaire est un des éléments de la souveraineté de la France, et j'y suis absolument profondément attaché, parce que je pense que la France mérite d'être un pays libre et le peuple français est un peuple libre, mais en faire une priorité de notre projet a été a inquiété les Français. Donc nous avons un calendrier. Ça a été une erreur. Nous allons retrouver nos souverainetés, mais nous allons les retrouver de manière progressive, en commençant par la souveraineté de nos frontières, c'est-à-dire la maîtrise de nos frontières, et en clôturant ce processus par notre souveraineté monétaire. Durant l'élection présidentielle, les Français ont montré qu'ils étaient attachés à l'euro, vous venez de le dire. Est-ce que non, je ne crois pas qu'ils ont dit qu'ils étaient attachés à l'euro. Car en réalité, ils sont bien conscients, les Français, que l'euro a une influence très lourde sur l'augmentation des prix, qu'il a une responsabilité sur le chômage, qu'il a une responsabilité sur notre perte de compétitivité, mais ils ont peur de ce qui est apparu
comme une sortie brutale. Voilà. Et nous avons tenu compte de ce qu'ils nous ont dit. Une dernière question, Nathalie, à propos de l'Assemblée nationale que vous découvrez puisque vous êtes élu depuis 6 mois. Oui, la Questure va annoncer cette semaine des économies et sans doute une baisse drastique, enfin une baisse du budget de l'Assemblée, ce qui n'est pour l'instant jamais arrivé. Selon vous, d'après ce que vous avez pu constater, l'Assemblée nationale vit-elle au-dessus de ses moyens ? Écoutez, en tout cas, quand on est un député d'opposition non inscrit, on peut pas dire que on est submergé par les moyens. Alors peut-être le groupe majoritaire, lui, ne sait plus quoi faire de ses moyens, mais nous, objectivement, nous n'en avons pas. Mais faire des économies à l'Assemblée. Mais moi, ce que je pense surtout, c'est il faut tout remettre sur la table, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les députés européens, les députés nationaux et les sénateurs nationaux n'ont pas les mêmes capacités de travail. Et au moins sur les capacités de travail, on pourrait peut-être réussir à trouver une cote mal taillée, dirons-nous. Merci Nathalie d'être venue sur le plateau de Dimanche en politique. Après son déplacement en Guyane la semaine dernière, le gouvernement veut avoir les cartes en main en Outre-mer. 2 mois après Irma, les écoles vont rouvrir à Saint-Martin. C'était un engagement pris par le gouvernement, il y est. C'est un engagement tenu, ça. Dieu merci, enfin. Oui, non, mais c'est quand même une prouesse, quand même. Rouvrir toutes les écoles qui étaient toutes par terre. C'est vrai que c'est une prouesse pour la France. La 5e puissance mondiale, c'est une prouesse au bout de 2 mois d'arriver à rouvrir les écoles. Mais écoutez, honnêtement, on peut parler de tout concernant Saint-Martin, mais on peut pas parler de prouesse. Car en réalité, l'État français a été totalement défaillant. Défaillant lorsqu'il n'a pas prévu les moyens projetés nécessaires pour pouvoir intervenir rapidement et pour pouvoir empêcher les scènes de pillage dont les habitants de Saint-Martin ont été les victimes. Dans un pillage, il y a aussi des victimes, où les gens étaient obligés de se balader armés tellement ils avaient peur pour leur vie. Un autre territoire d'outre-mer, c'est la Nouvelle-Calédonie. Il va y avoir des élections bientôt. Est-ce que vous êtes pour ou contre la dépendance de la Nouvelle-Calédonie ? Je suis contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Je pense que la Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Je le dirai et le redirai. Vous le redirez là-bas ? Éventuellement, enfin, je suis déjà allé le dire à de multiples reprises, mais je pense que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, évidemment, est dans la France. Sur ce sujet, Manuel Valls a été nommé président de la mission parlementaire d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. C'est un ancien Premier ministre. C'est une garantie pour que ça se déroule dans les bonnes conditions ? Ça vous choque pas qu'il n'y ait pas un seul représentant du Front National dans cette mission, alors que nous sommes arrivés en tête en Nouvelle-Calédonie ? Ça vous choque pas que la force politique que nous représentons ne puisse pas être représentée dans une mission de ce type sur un territoire où nous avons un nombre d'électeurs extrêmement important? Moi, je trouve ça extrêmement choquant. Voilà. Donc non, je n'accorde aucune caution à Monsieur Valls, dont je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il soit tout à fait convaincu de la nécessité que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France. 30 secondes pour terminer avec votre instantané, l'image, la photo que vous nous avez envoyée. C'est un drapeau tricolore. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? J'ai envie de vous dire, attention, touche pas à mon drapeau. Parce que le président de la République a pris la décision de reconnaître le drapeau européen. Il le met donc sur le même plan que notre drapeau national. Je suis désolé, mais notre drapeau national nous appartient. C'est notre constitution. Et rien n'égale notre drapeau national. Jean-Luc Mélenchon, il vous a coupé l'air sous le pied là-dessus. Je ne voudrais pas que le drapeau européen remplace notre drapeau national. Merci Marine Le Pen d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique, à retrouver sur France Info TV.